Mesdames et messieurs, je crois que désormais il est l'heure, nous allons nous lancer et je vous remercie encore de votre venue ce soir. Comme vous le savez, l'exposition Trésors enluminés de Suisse a connu une carrière de longue haleine. C'est quand même une exposition que nous avons commencé à penser aux alentours de 2018. J'ai retrouvé mes premiers messages. Nous sommes en 2023. Inutile de vous dire que de l'eau a passé sous les ponts. Mais cette conférence, en fait, j'avais déjà commencé à la faire au printemps 2020 lorsque l'exposition devait se concrétiser. Et puis patatras, nous avions dû rétro-pédaler, mettre en fait au frigo cette exposition qui nous tenait à cœur, la première grande exposition médiévale de la Fondation Martin Bonnemer. Paradoxalement, nous n'avions jamais eu un ensemble entièrement dédié à cette période fascinante qu'est le Moyen-Âge. Donc c'est désormais chose faite et comme vous le savez, comme d'habitude, nos expositions sont entourées d'un cycle de conférences. Je reviendrai sur la prochaine. Aujourd'hui, d'habitude, je présente les conférenciers. Là, je crois qu'on va passer la présentation. Je ne vais pas me présenter moi-même, ça serait fortement narcissique. Donc nous allons passer directement au sujet de ce soir, à savoir une grande figure de notre région. Et quand je dis notre région, c'était une région jadis totalement transfrontalière, puisque c'était un seul et même État. Cette figure du premier duc de Savoie, Amédée VIII, un grand bibliophile méconnu et qu'il me tenait à cœur de vous présenter ce soir à travers ses lectures. Alors permettez-moi de commencer cette intervention par cette sentence célèbre de François Mauriac. « Dis-moi ce que tu lis, je te dirai qui tu es. » Il est vrai. Mais je te connaîtrai mieux si tu me dis ce que tu relis. Et cet adage sera en quelque sorte notre fil rouge ce soir en examinant le rapport entretenu par le duc Amédée VIII avec les livres, avec ces livres, un rapport qui nous permettra d'en apprendre autant sur le rapport d'un prince du Moyen-Âge tardif avec la lecture que sur le profil intellectuel et sur les centres d'intérêt de ce grand seigneur, car la composition de sa bibliothèque permettra bel et bien d'aider à la reconstitution aussi ou à l'accompagnement de sa vie. En effet, le récit biographique est souvent la reconstruction d'une réalité historique et des faits adaptés, revus et corrigés dans un objectif souvent louangeur, voire hagiographique, transmettent une valeur moralisatrice d'exemplat ou la fonction de calcul politique. Alors ça se vérifie déjà dans des biographies d'auteurs, de grands personnages. C'est une constante pour les puissants de ce monde, présentée tant par leurs contemporains que par les biographes vivant sous le règne de leurs descendants, et je pense dans le cas d'Amédée VIII, aux historiens savoyards des XVIIe et XVIIIe siècles, qui évidemment vont transformer un petit peu le personnage par le prisme déformant de la flatterie courtisane. Alors comment accéder à ces grands personnages ? Eh bien en fait, le Moyen-Âge tardif nous présente une galerie de figures historiques, des souverains, des grands féodaux qui ont contribué, comme Amédée, à façonner l'Europe moderne. Les chroniqueurs de l'époque, évidemment, ne sont pas avares en détails multiples sur leurs exploits guerriers, diplomatiques, mais à les lire, on a l'impression qu'ils finissent par dresser le portrait de stéréotypes plus ou moins interchangeables, de véritables topos littéraires, parangons de chevaliers vertueux et de bons princes chrétiens. Alors il existe un moyen de trouver quelques fragments des personnalités réelles, de ces personnalités depuis longtemps disparues, en procédant à la reconstitution de leur univers mental. Et la source n'est dès lors plus un texte biographique, mais un ensemble d'ouvrages aux thèmes les plus variés, autrement dit, à une bibliothèque. Cette réunion, cette collection de livres et de lectures, finalement, évoque mieux les goûts de son propriétaire, et vous avez pu le voir dans l'exposition récente, la fabrique de Dante, où nous avons vu justement comment la reconstitution de la bibliothèque fantasmée de Dante et de ses lectures par le biais de la Commedia permettait de mieux connaître le Dante homme. Alberto Manguel, qui a donné cette très belle histoire de la lecture que vous connaissez sans doute, a résumé cette tentative de reconstitution en affirmant dans une de ses productions « On peut reconstituer la vie d'un lecteur d'une infinité de manières, en étudiant l'ordre des livres dans sa bibliothèque, en faisant l'inventaire des ouvrages empilés sur sa table de chevet, en déchiffrant les notes qu'il a griffonnées dans les marges, telles les pistes d'un animal dans la forêt. » Alors je vous invite ce soir à être en quelque sorte des trappeurs. Nous allons partir à la découverte d'un duc, et pas n'importe lequel, le duc de Savoie, en essayant de tracer son portrait à travers donc les ouvrages
connue, conservée ou, disons, connue par des sources indirectes que nous possédons. Et c'est finalement la beauté de l'histoire du livre et de l'histoire des bibliothèques qui est ma matière de prédilection. Donc nous allons l'appliquer, ce principe, à un souverain, Amédée VIII, 1383-1451, antipape, à ses heures perdues, et nous allons tenter de reconstituer sa carrière, retrouver ses volumes connus ou survivants, et voir effectivement que ce grand seigneur, ce grand prince, eh bien, se doublait d'un bibliophile averti. Commençons tout d'abord par retracer, si vous le voulez bien, un petit peu la carrière d'Amédée VIII, qui n'est peut-être pas familière à certains d'entre vous. Donc, à la fois comte, duc, pape, et il faut bien dire que les identités d'Amédée VIII sont multiples. Lorsque le futur duc vit le jour, en 1384, la maison de Savoie avait déjà près de 4 siècles d'existence, et vous en avez ici une représentation généalogique, depuis le créateur attesté, Humbert au Blanchemin, qui vivait aux alentours de l'an 1000 et qui portait alors le titre plus modeste de comte de Maurienne, le berceau de la famille. À leur terre, donc originelle de Savoie propre, essentiellement les vallées de Maurienne et de Tarentaise, les descendants de Humbert au Blanchemin vont ajouter peu à peu, par les conquêtes ou par des alliances matrimoniales, le pays de Vaud, le pays de Bresse, le sud des Alpes, et longeant le Montferrat vont descendre jusqu'aux alentours de la Méditerranée. Cela ne s'est pas fait sans mal, dans une région montagneuse où les allégeances pouvaient changer d'une vallée à l'autre. Le morcellement féodal, que vous voyez ici représenté dans la région lémanique principalement, provoquait des heurts fréquents entre les grands dynastes, les 3 puissances dominantes dont vous retrouvez les armes sur le côté de cette illustration, qui étaient les comtes de Savoie, dont les terres sont ici représentées en rose, les comtes de Genève, donc entre Genève et Annecy, la région d'Annecy, terre représentée en vert, et les seigneurs de Faucigny, terre représentée en bleu. Et vous voyez que tout ça est enchâssé, s'entoure, des fois avec des petits fiefs croupions qui sont incorporés au sein d'ensembles adversaires plus grands. La seigneurie de Faucigny va passer entre les mains des dauphins de Viennois, qui avaient leur capitale à Grenoble, et cela va être l'origine d'une véritable guerre de 100 ans entre ces entités, les comtes de Genève essayant, eux, de s'allier ponctuellement, soit aux uns, soit aux autres, pour essayer de maintenir leurs états précaires, coincés en quelque sorte entre le marteau et l'enclume. Né au château de Chambéry, le 4 septembre 1383, le petit Amédée appartenait donc à l'une des puissantes familles féodales d'Europe, alliée aux grandes têtes couronnées des royaumes voisins. Sa propre mère, Bonne de Berry, n'était autre que la fille du puissant duc Jean de Berry et la nièce du roi de France Charles V, l'un et l'autre comptant parmi les plus grands bibliophiles de leur temps. Alors vous comprenez d'emblée que le futur duc, outre du sang royal, avait également hérité de gènes bibliophiliques. Nous allons y revenir. Le petit Amédée passa son enfance sous la gouverne de sa grand-mère paternelle, Bonne de Bourbon, encore liée à la famille royale de France, au sein d'une des plus agréables résidences comtales, le château de Ripaille, situé non loin de Thonon, sur les bords du Léman. Alors, l'enfant va connaître une période tout à fait heureuse dans ses premières années, en dépit, disent les sources, d'un léger strabisme et d'un petit bégaiement, un petit cheveu sur la langue, et il va passer à travers les maladies infantiles sans plus de bobos, puisque la plupart du temps, elles étaient mortelles. Donc il passe cette période, mais cette période d'insouciance, elle va prendre fin brutalement, alors qu'il a 8 ans, à l'automne 1391, lorsque son père, le comte Amédée VII, qui est surnommé le comte rouge, va chuter de cheval de manière très grave lors d'une chasse dans les forêts jouxtant Ripaille. Il est grièvement blessé, il ne va pas se remettre, probablement mort du tétanos dans des grandes souffrances le jour des morts, précisément en novembre 1391, et son agonie va laisser penser à un empoisonnement. Alors, aujourd'hui, le diagnostic rétrospectif pointe vraiment le tétanos, mais à l'époque, cela lance une véritable chasse aux sorcières,
à la cour de Savoie, puisque ce décès jugé suspect va entraîner l'arrestation puis l'exécution de l'apothicaire comtal Pierre de Lompe et du médecin personnel du comte Jean de Granville. Alors, ce dernier, avant d'être exécuté, va être consciencieusement torturé et va mettre en cause la propre mère du défunt, figurez-vous, donc Bonne de Bourbon, hein, qui était la grand-mère d'Amédée VIII, et cela va provoquer en fait une série d'implications apparemment fautives, notamment celle d'un des proches de Bonne de Bourbon, qui était le seigneur Othon de Granville, par ailleurs Trouvère, l'un des meilleurs poètes que comptait la cour de Savoie, qui va être obligé un temps de s'exiler et puis qui, de retour sur les États de Savoie, eh bien, pour sauver son honneur, va devoir se battre en duel lors d'un de ces fameux jugements de Dieu qui devait déterminer s'il était oui ou non coupable. Et ce duel à mort, organisé devant les propres yeux du petit comte, qui a donc succédé à son père, eh bien, va voir Othon de Grandson perdre la vie dès le début de l'engagement, comme vous le voyez ici sur ce manuscrit du XVe siècle. Donc à 8 ans, Amédée, 8e du nom, devient comte de Savoie dans ces circonstances que vous comprenez fortement troublées. Vu son jeune âge, une tutelle est mise en place, mais là, patatras, l'ouverture du testament de son père indique que c'est la grand-mère qui doit prendre la tête du conseil de tutelle, de régence, et non pas sa propre mère. Alors je vous laisse imaginer quelle a pu être effectivement la réaction de Bonne de Berry, relativement désappointée de se voir ainsi éjectée du gouvernement des États de Savoie, et bien des membres de la famille, notamment le prince de Piémont, Amédée, qui, je cite, voulait être le seul homme de la famille, vont également tirer grise mine, tandis que les comtes de Genève essayent également de placer leurs pions. Inutile de vous dire que ce début de règne va donc être très marquant pour le jeune enfant, qui, dans cette ambiance extrêmement empoisonnée, va connaître un début de règne assez délicat, mais en définitive, Amédée VIII va finalement fort bien s'en tirer, puisque son règne va s'étaler sur 42 ans, et va se révéler un âge d'or de la Savoie médiévale. Très rapidement, dès son adolescence, il va s'attirer une réputation sur toute la scène européenne, à la fois par son affabilité, sa grande diplomatie, et c'est là qu'on voit que l'enseignement que lui a prodigué son précepteur, Othon de Villars, eh bien, va déboucher sur un caractère qualifié, je cite, de méditatif, voire taciturne et déjà diplomate. Et selon l'historien Bernard Demeaux, Amédée était un prince, je cite, plus fragile physiquement que son chasseur et jouteur de père, préférant la méditation pieuse ou la réflexion politique à la chasse et à la guerre. Plus encore que ses prédécesseurs, il développa un grand sens de l'État et surtout, par une diplomatie qu'il sut sans cesse perfectionner, maintint la paix en ses États. Nous sommes, rappelez-vous, en pleine guerre de 100 ans au niveau de l'Europe occidentale. Eh bien, Amédée VIII, au cours de ses 42 ans de règne, va faire en sorte que les États de Savoie non seulement connaissent une paix quasi perpétuelle, mais puissent encore augmenter leur emprise sans coup férir. Ce qui lui valut le surnom de Pacifique, on l'appela même le Salomon de son siècle. Il savait néanmoins se montrer un négociateur et un diplomate avisé. Comme je vous disais, il va étendre son domaine. Vous avez vu qu'il y avait une limitation vers le sud, vers l'ouest. Et la carte qui vous est montrée ici présente l'implantation des États de Savoie à la mort du duc Amédée. Vous voyez qu'on remonte jusqu'à Fribourg, on descend jusqu'à Nice, et quelques opérations étaient rondement menées. Par exemple, en 1401, après l'extinction des derniers membres directs de la famille de Genève. Rappelez-vous que le dernier membre de la famille, le comte Robert, avait déjà un emploi à ce moment-là, puisqu'il était antipape, déjà, sous le nom de Clément VII. Vous avez ici son gisant, que vous pouvez encore retrouver au musée du Petit Palais à Avignon, qui vous montre ses traits. Tous ses frères, successivement, étaient morts les uns après les autres. Il a reçu la seigneurie, lui-même évidemment n'avait pas de descendance, et il a assumé donc dernier le nom de sa famille. Les héritiers ensuite vont disposer du comté et vont le vendre à Amédée VIII, qui évidemment le lorgnait depuis longtemps.
Amédée va également récupérer la province du Piémont, qui appartenait à une branche parallèle de la famille de Savoie, va contraindre le marquisat de Saluces à reconnaître sa suzeraineté et va même mener des opérations militaires, mais plus exactement diplomatiques, une expédition diplomatique, contre les Visconti pour s'emparer de la ville de Verceil. Et puis en 1416, c'est la consécration. L'empereur Sigismond, empereur du Saint-Empire romain germanique, érige la Savoie au rang de duché, comme le commémora en 1430 la frappe de ce ducat d'or, où vous voyez le nouveau duc portant le manteau et le bonnet de son rang, rendant hommage à Saint-Maurice, protecteur de la famille de Savoie. En 1434, lassé de l'exercice du pouvoir, rendez-vous compte qu'il l'exerce depuis bien des années, il abandonne la direction opérationnelle de ses États à son fils Louis et se retire, tout en gardant une main quand même distante sur le fonctionnement gouvernemental, dans son château de Ripaille, transformé en une forme d'ermitage de luxe, doté de 7 tours cellules, vous savez qu'aujourd'hui il en subsiste seulement 4, qui avaient été bâties pour lui et pour 6 compagnons, qui formèrent ainsi un ordre chevaleresque, l'ordre des chevaliers de Saint-Maurice. Donc, Louis ayant moins de compétences que son père pour diriger le duché, il faut avouer que Amédée gardera quand même un œil sur les affaires jusqu'à son trépas. Et puis, 5 ans plus tard, en 1439, de nouveau, un coup de théâtre. Alors que se réunit à Bâle le Sacré Collège, en concile, eh bien les cardinaux expriment leur conflit avec le pape alors régnant, Eugène IV, et sans aucune légitimité, ils décident de déposer leur adversaire tout en cherchant quelques figures de premier plan à mettre à sa place. Et alors on se souvient alors de ce pieux retraité qu'est Amédée VIII, qui présentait quasiment toutes les qualités requises, à part une peut-être, il n'était pas prêtre, mais bon, ça on pouvait passer dessous. Du coup, habemus papam, et se montrant pour le coup assez peu fidèle à sa réputation de diplomate, l'ancien duc accepta la charge et devint pape sous le nom de Félix V. L'intronisation eut lieu le 23 juillet 1440 en la cathédrale de Lausanne et la chrétienté se retrouvait de nouveau avec 2 papes, l'un siégeant à Rome et l'autre en Savoie. Donc vous avez compris que la région alpine savoyarde produisait beaucoup d'antipapes. On avait déjà Clément VII, là maintenant c'est Félix V. Le schisme va durer en définitive à peu près une dizaine d'années, mais le Savoyard aura finalement assez de sagesse pour comprendre qu'il fallait mettre un terme à cette situation clivante, et ayant négocié les modalités de son abdication, et notamment garanti l'immunité de ses fidèles, il résigna sa charge à nouveau à Lausanne le 7 avril 1449, se faisant nommer par le nouveau pape Nicolas V, à la fois cardinal de Sabine, légat, nonce pontifical et enfin administrateur de l'évêché de Genève, où il va d'ailleurs décéder le 7 janvier 1451. Alors la postérité va vite avoir de lui une image particulièrement magnifiée, d'autant que ses successeurs du XVe et XVIe siècle ont été assez souvent désastreuses, qui a mis le duché à 2 doigts de sa perte. Les contemporains d'ailleurs ne s'y étaient pas trompés. Et l'érudit Aeneas Silvius, l'un des participants au concile de Bâle, qui va devenir lui-même pape par la suite sous le nom de Pie II, en 1458, a laissé sur Amédée un jugement, à vrai dire, tout à fait dithyrambique. Je cite : « Jamais enfant de la maison de Savoie n'a annoncé un si grand caractère. Il a toujours dirigé son esprit vers de grandes choses. Sous son administration, la justice, la première des vertus, a toujours fleuri. Plus désireux de paix que de vengeance, il s'est étudié à vaincre ses ennemis par ses bienfaits plutôt que par l'épée. Dans sa maison, on a vu régner au plus haut degré l'honnêteté, la convenance des mœurs, une règle presque claustrale. Il n'en demeure pas moins que, pour reprendre les termes de l'historien genevois Paul Guichonnet, c'est une, je cite, figure étonnante que celle de ce prince, dont la personnalité profonde demeure un peu mystérieuse.
Eh bien, essayons justement de ressusciter quelques pans supplémentaires de ce grand prince par l'examen de sa bibliothèque, ou plutôt de sa librairie, comme on disait dans les termes du temps. Alors avant d'aborder la bibliothèque des Savoies, il convient sans doute de mettre en garde contre la représentation qu'on peut avoir de ces collections médiévales dans l'imaginaire collectif. Nous avons tous en tête, je dois dire pour notre plus grand bonheur, des peintures, des gravures, des descriptions romanesques, des films, bien entendu. Là, vous reconnaîtrez un passage célèbre du nom de La Rose d'Umberto Eco, mis en scène dans les années 80. Mais ces bibliothèques débordant de manuscrits enluminés, eh bien, en réalité, même dans les milieux royaux, elles étaient quand même nettement plus modestes. Le rapport au livre, pendant la période médiévale, est tout à fait différent, évidemment, de celui que nous pouvons avoir aujourd'hui. C'est un produit rare, cher, compliqué et onéreux à produire, surtout s'il bénéficie des raffinements de l'enluminure. Alors, cela explique la relative modestie des bibliothèques, même royales, et par exemple dans les familles aristocratiques, même d'un bon niveau, très souvent on trouve ce que les historiens du livre ont appelé le concept très paradoxal de la bibliothèque du livre unique. C'est un joli paradoxe. C'est un concept qui a été formé pour décrire ces cas, ce grand nombre de cas où un livre, par exemple un livre d'heures, était transmis pieusement de génération en génération et servait très souvent de support à d'autres types de textes, par exemple des sortes de mémoriaux familiaux dans lesquels on allait noter naissance, décès, événements de la vie quotidienne, éléments sur la rudesse de l'hiver ou des grands bouleversements politiques. Alors à titre de comparaison, pour mieux saisir un petit peu les enjeux du cas d'Amédée VIII, prenons tout d'abord la bibliothèque royale française. On s'accorde à reconnaître au roi Charles V la création d'un premier fonds structuré qui était implanté dans l'une des tours du palais du Louvre, ici représenté dans les très riches heures du duc de Berry. Une pièce avait été créée tout spécialement pour accueillir ces livres avec des meubles adaptés à leur conservation. Un garde des livres, autrement dit un bibliothécaire, avait même été nommé et une politique d'acquisition ou de réalisation lancée. Selon un inventaire de 1373-1380, cette bibliothèque royale comptait alors 917 volumes qu'on peut peut-être arrondir aux environs du millier si on prend en compte d'autres résidences royales comme les châteaux de Mélin, de Saint-Germain-en-Laye ou de Vincennes. À ce titre, avec 900 000 manuscrits, c'était de très très loin la collection la plus importante d'Europe. Elle va tomber aux mains des Anglais lors de l'occupation de Paris, et le duc de Beckford, lui-même grand amateur de livres, va se servir très généreusement au passage, et ce n'est que sous le règne de Louis XI que la Bibliothèque royale va trouver un début de résurrection. Le propre frère de Charles V, le duc Jean de Berry, donc le grand-père d'Amédée VIII, est resté lui aussi célèbre pour sa passion du beau manuscrit, avec une collection qui atteignait probablement environ 300 volumes. 41 volumes historiques de chroniques, 24 consacrés aux sciences ou aux arts, 15 traités de philosophie ou de politique morale, 14 bibles et des dizaines d'ouvrages liturgiques ou de piété, psautiers, bréviaires et évidemment livres d'heures, dont les célébrissimes très riches heures du duc de Berry qui passèrent par héritage à Amédée VIII et à la famille de Savoie. Vous en avez ici une représentation. Alors si l'on regarde du côté des autres grands féodaux de cette fin XIVe, début XVe, le meilleur exemple comparatif qu'on pourrait avoir avec la bibliothèque possédée et initiée par Amédée VIII, ça serait encore probablement du côté de la Bourgogne qu'il faudrait aller la chercher, avec le duc Philippe le Hardi, qui en 1404 possédait 215 volumes. Faible nombre si on le compare à l'importance de la cour bourguignonne. La bibliothèque en était encore à sa gestation. Et 2 générations plus tard, après les apports de Philippe le Bon et de Charles le Téméraire, en 1469, on arrive à peu près 1 millier de manuscrits. Donc, vous voyez qu'il y a une sorte de genèse de ces bibliothèques à partir de la fin XIVe, début XVe. Voilà pour les chiffres d'ensemble. Alors, les lectures, elles étaient un peu celles qu'on a rencontrées chez
le duc de Berry. Philippe le Hardi, donc duc de Bourgogne, possédait également ces grandes heures que vous avez ici en illustration. Un exemplaire de la Bible en français pour sa lecture personnelle, qu'on sait qu'il lisait en chaussant ses besicles d'argent doré, parce qu'il était fort myope, c'était bien nécessaire. Évidemment, un Boès, best-seller de l'époque médiévale, dont vous aviez plusieurs exemplaires dans notre exposition, avec de la consolation de la philosophie, mais également Aristote, traduit en latin, Caton, Sénèque, les échecs moralisés de Jacques de Sessol, encore un classique que vous pourrez voir dans nos vitrines. Bref, une bibliothèque très bien montée qui devait assister le prince dans le gouvernement de ses États. Il y avait également de la littérature plus vernaculaire, comme plusieurs exemplaires du roman de la Rose, des poésies de Guillaume de Machaut, les œuvres de Christine de Pisan, donc une bibliothèque qui, en dépit de sa relative modestie, encore une fois, environ 200 exemplaires, était extrêmement bien montée et marquait aussi les intérêts du duc Philippe pour l'Orient. On avait par exemple plusieurs chroniques de Villouardouin ou de Guillaume de Tyr qui ramenaient vers le souvenir des croisades et des États latins perdus. Les rois de France avaient manifesté un intérêt tout aussi important en direction des romans vernaculaires, mais alors il faut bien voir que certains de leurs précepteurs voyaient ces lectures d'un mauvais œil. Par exemple, Philippe de Mézières, qui était gouverneur du jeune Charles VI, lui conseilla de lire surtout les ouvrages saints, et notamment le livre de Salomon pour l'éducation du bon prince, tout en dénonçant au passage les romans courtois de chevalerie ou d'aventure, car pour lui, je cite, « tous ces romans sont remplis de bourdes ». C'est à bannir. Venons-en à présent à la bibliothèque des comtes puis ducs de Savoie. Alors, les sources pour reconstituer cette bibliothèque sont de 3 types. Tout d'abord, faire appel aux manuscrits survivants, si je puis dire, c'est-à-dire ceux qui sont passés à travers les feux, les inondations, les vols, les déprédations, les guerres, et qu'on peut encore identifier grâce aux moyens d'armes enlumineuses dans les marges, d'ex-libris, de cotes éventuellement. Deuxième possibilité, les inventaires. Alors, dans le cas des inventaires, souvent des inventaires après décès, nous avons la chance pour la bibliothèque de Savoie de posséder un inventaire très complet, mais qui est postérieur à Amédée VIII, qui date de 1498, donc une cinquantaine d'années après sa mort, et qui offre un panorama très complet de la bibliothèque médiévale des Savoies, réalisée peu avant son démantèlement, puisqu'après les manuscrits vont partir un petit peu de droite et de gauche, et beaucoup de ces livres, effectivement, ont été réalisés par le premier duc, sans toutefois qu'on puisse toujours avoir la certitude qu'il fut bien le commanditaire. Et puis troisièmement, et c'est paradoxalement la source la plus riche d'enseignements pour connaître cette bibliothèque, c'est la comptabilité. On ne dira jamais assez à quel point les comptables sont importants. Et l'administration ducale était à cet égard déjà très bien formée, très bien organisée. Les dépenses étaient passées au crible, c'est quasiment de la comptabilité analytique, et cela nous permet d'avoir des informations très précises et surtout datées, qui nous permettent d'avoir 164 entrées documentaires retrouvées par la grande historienne Sheila Edmunds dans son étude qui fait autorité. Eh bien, ces plus de 150 références sont des références comptables. Achat de livres déjà copiés, donc chez des libraires, salaire de copistes, dans le minure, remboursement de frais d'achat de matériel, on le verra tout à l'heure, voire remboursement de frais de voyage pour aller chercher des livres. Tout était noté par le trésorier ducal. Alors, l'une des plus anciennes mentions qu'on ait sur la formation de la bibliothèque de Savoie, eh bien, il faut aller la chercher 100 ans avant la naissance d'Amédée VIII, du côté de la fin du XIIIe siècle, en 1297, lorsque 8 sous de Vienne, 8 sous viennois, furent versés in duobos libris de musica et de grammatica, emptis pro emone filio domini comitis. Donc pour 2 livres de musique et de grammaire, achetés pour Aymon, fils du seigneur comte. C'était Amédée V à l'époque. Donc c'est l'embryon de la création de la bibliothèque des Savoies qui, pour reprendre le synthèse de Sheila Edmunds, je cite, « Durant tout le XIVe siècle, les membres de la maison de Savoie achetèrent ou passèrent commande régulièrement de livres, accumulant ainsi une petite librairie. Elle était typiquement médiévale dans sa composition. Livres de piété personnelle,
quelques bréviaires et psautiers, des décrétales et autres ouvrages de droit canon ou civil, quelques traités, comme le De Regimine Principibus de Colonna ou le De Re Militaria de Végès, et autres œuvres de même type pour l'éducation des jeunes princes. Enfin, quelques romans malheureusement non identifiés. Donc au moment où Amédée voit le jour à la fin du XIVe siècle, le fonds de la bibliothèque de Savoie devait se résumer en tout et pour tout à quelques dizaines de volumes dans le meilleur des cas. Et c'est bien à Amédée VIII qu'il revint d'être le promoteur de cette bibliothèque, non pas en déléguant le choix des livres, mais vraiment en l'assumant et en passant commande de manuscrits nouveaux. Alors il faut dire que le duc était un homme de grande culture, même pour un personnage de sa condition. La cour de Savoie, à son époque, comptait environ 300 membres à temps plein et était l'une des plus brillantes au niveau culturel d'Europe en ce qui concerne la littérature, la peinture, l'enluminure ou même la musique. Une bonne éducation avait vite été considérée comme une priorité au sein de la famille de Savoie, et le père de notre Amédée, donc Amédée VII, avait lui-même eu un professeur de talent qui avait acheté à Paris, pour son élève, les livres nécessaires à son enseignement ou qui les copiait en personne. Et les comtes du cours, enfin Comteau à l'époque, le désignent d'ailleurs comme scriptor librorum domini, écrivain, scribe des livres de notre Seigneur. L'éducation d'Amédée VIII fut partagée entre Odon de Villars, son gouverneur, on l'a vu tout à l'heure, comte de Beaufort, d'une vieille famille apparentée au comte de Genève, et un précepteur, Jean de Béthans, qui était le curé doyen d'Annemasse, pas très loin, et par ailleurs prévôt de la cathédrale de Lausanne. Villars va initier Amédée à l'art de gouverner, à l'art de la guerre, à l'art de la diplomatie, de la conversation de cour, et Jean de Béthans, eh bien, c'est plutôt de son côté qui a eu la formation à l'amour des livres. Selon la chronique de Jean Lefebvre, le Petit Prince, je cite, fut un élève très studieux, et le prêtre ne laissait pas un jour sans le faire apprendre. À 10 ans déjà, alors qu'il était monté sur le trône depuis 2 ans, Amédée lisait dans le texte la traduction latine des fables d'Ésope et le Caton moralisé, un grand succès de la littérature scolaire du temps. Donc sans être un érudit, Amédée VIII avait effectivement des lettres et avait été éduqué dans l'amour du livre et du beau livre. Il faut dire aussi que le début de son règne, son enfance abrégée par la mort de son père, par les dissensions familiales, ont sans doute contribué à ce que les contemporains décrivent comme une humeur un peu sauvage du personnage, ce côté taciturne. Et je pense qu'il a considéré sans doute la lecture et sa bibliothèque comme un lieu de retraite, loin des tracas du pouvoir. Alors nous n'avons malheureusement pas la description de la salle qui accueillait jadis ces livres. C'est le cas par exemple pour la bibliothèque des comtes de Genève, qui est précisément localisée au château d'Annecy, qui était la résidence comtale, par un inventaire de 1393, à l'époque où le comte Robert, le dernier comte, donc vous avez compris qu'il est en même temps pape, prend possession des lieux, et donc la bibliothèque est décrite de manière très circonstanciée comme étant dans une paroi gardois roba, donc une petite garde-robe, dans l'habitat, la tour centrale du château d'Annecy, reliée avec des boyons, des fermoirs, des plaques d'argent aux armes de la famille de Genève, et le tout était placé sous la direction, sous la garde, non pas d'un bibliothécaire, mais du chambrier, Raoulet de Marcier, qui s'occupait donc de ces livres qui étaient de l'ordre d'une trentaine de volumes. Il faut se souvenir que les cours médiévales étaient évidemment pérégrines. Elles étaient extrêmement mobiles, passant d'un château à l'autre, même si Amédée finalement a été relativement casanier. En fait, il est rarement sorti des frontières de ses États, il préférait la plaine à la montagne, et de préférence un chariot bien solide aux barques du Léman. Il était assez pusillanime à cet égard. Et la lecture, en revanche, on le sait, est une activité absolument quotidienne pour lui, et pas seulement, attention, des lectures pieuses. Il semble ne pas avoir passé un jour de son existence sans feuilleter un ouvrage ou un autre, et ces ouvrages, évidemment, logiquement, l'accompagnaient dans ses déplacements d'un château à l'autre. Évidemment, sa résidence principale au château de Chambéry conservait la majeure partie des livres, et on le sait par l'inventaire de 1498, qui nous a préservé la description de ces bibliothèques portatives qui étaient encore employées à la fin du XVe siècle. Je cite, il s'agissait de coffres de bois
couverts de drap rouge, de toile blanche, de cuir noir ou rouge en forme d'arche et ferrés. Et ces coffres à livres étaient une commande qui avait été passée, des coffres ad tenendum libros, des coffres pour tenir, pour serrer les livres, et ils avaient été commandés par Amédée VIII, qui donc avait prévu cette pérégrination d'un château à l'autre. Autre meuble fabriqué pour la bibliothèque, un tabernaculum factum ad ponendum mappam mundi, fabriqué en 1423 par un certain Étienne, valet de chambre du duc. Eh bien, c'était l'endroit où on conservait les mappemondes, les cartes. Donc, il y avait une collection de cartes géographiques au sein de cette bibliothèque du duc Amédée. Et son fils aîné, Amédée, prince de Piémont, qui va mourir prématurément en 1431, avait lui aussi une très belle bibliothèque conservée, pour le coup, au château de Turin. Alors, qu'est-ce qu'il arrivait lorsqu'un volume était par hasard oublié dans un château que l'on venait de quitter? Eh bien, on envoyait un cavalier pour aller le chercher parce que le duc ne pouvait pas s'en passer. Donc, il y avait une sorte de Pony Express, si vous me permettez, de la bibliophilie, et les livres de nos contes, encore une fois, nous l'apprennent. Ainsi, en 1418, voit-on le remboursement des frais de route, à 0,70 centimes le kilomètre, je ne sais pas, d'un certain Suawetti, clarici et eius equi, factis eudo una vice des Chamberiaco, Rumiliacum ad dominum. Je vous passe la suite. Donc, pour citer en français, Suavet, donc un clerc, et son cheval, qui ont fait le voyage de Chambéry jusque chez le seigneur de Rumilly, donc vous voyez, depuis Chambéry en suivant le lac jusqu'au nord, tant pour le livre de Scacor que pour celui de Lancelot, donc le Lancelot en prose, que voulait avoir Monseigneur le Duc, course qui lui prit 5 jours en octobre et novembre 1418. Donc pensez à ce pauvre clerc de la maison du duc qui a été lancé sur des mauvaises routes en plein automne pour aller chercher 2 romans de chevalerie que le duc avait oubliés au château de Rumilly. Alors nul doute qu'il ait mérité sa prime de déplacement et son cheval son picotin d'avoine. Le cas n'est pas isolé. Un peu plus tôt, au cours de cette même année 1418, c'est le chambrier Berthaud qui avait été prié d'accomplir le même trajet, je cite, pour aller quérir la Bible et plusieurs autres romans au château du seigneur de Rumilly. En 1398 déjà, le comte avait envoyé un messager auprès de la veuve du sire de Coucy afin de réclamer un roman qui avait été prêté à son défunt mari. Vous savez ce qu'on dit, un roman prêté, roman perdu. Et en 1412, on trouve mention de l'envoi à Genève depuis Chambéry du roman Situlenius et d'autres livres du château du Bourget à celui du Verrieux. Bref, Amédée VIII entendait toujours avoir ses livres et sa bibliothèque à disposition où qu'ils se trouvent, et donc nous avons des livres véritablement pérégrins. Pour constituer cette collection, ce fonds d'importance, Amédée VIII eut recours, dans sa jeunesse, aux ateliers de copistes et d'enluminure de Paris. Mais très vite, il s'employa à passer des commandes au niveau local, et les ouvrages furent réalisés dans nos régions. Citons en vrac Georges Lovagnier, orfèvre d'Annecy, qui réalise en 1406 les fermoirs en émail d'un roman et d'une Bible. Un copiste chambérien, anonyme, qui en 1408, contre 2 florins d'or, va copier un roman de Tamburlain pour Monseigneur Amédée. Maître Lévy, juif de Chambéry, qui relit 2 volumes l'année suivante. Et le maître verrier genevois, Janel Luisel, qui répara les verrières de la cathédrale Saint-Pierre en 1419 et qui confectionna en 1436 ce vitrail rond pour Ripaille, qui existe toujours, ça c'est un miracle, eh bien lui aussi était enlumineur à ses heures. Les artisans du livre étaient donc répartis et actifs sur l'ensemble des États de Savoie. De nombreux religieux, pour la plupart des chanoines réguliers, étaient mis à contribution pour ces travaux de copie. Je citerai par exemple ce messire Jean de Cluse, chanoine de Ripaille, qui écrivit pour l'abbaye du Lieu, à la demande de Madame la Duchesse, 2 volumes, dont un graduel. En mai 1416, c'est un frère des frères de l'ordre de Saint-Antoine de Chambéry qui se voit demander de rédiger un calendrier pour la chapelle ducale. Et puis également des membres du clergé séculier. Par exemple, les Statuta Sabodiae, donc les statuts de Savoie de 1430, texte juridique fondamental de la Savoie, lui ont été copiés pour le duc par le doyen des Allinges, Jean Guidon, qui fut payé pour cela
12 florins. Donc vous voyez que la comptabilité nous montre un ensemble d'intervenants très variés, et on trouvait également des laïcs, par exemple un jeu de la Passion copié en janvier 1410 par Maître Pierre, l'écrivain, c'est ainsi qu'il est nommé dans la comptabilité. Alors pour tout cela, il fallait aussi de la matière première, et heureusement le duché de Savoie n'en manquait pas. Des parcheminiers, à Aix-les-Bains par exemple, le précepteur des enfants d'Amédée VIII, Guillaume Didier, acheta en janvier 1420 du parchemin pour faire un livre d'oraison destiné à ses élèves. Et le papier lui-même, cette matière nouvelle que certains craignaient pour son peu de durabilité, eh bien, le prince ne le dédaignait pas et quelques moulins commençaient à lui en fournir. En 1430, un certain Dominique de Gastardis fut payé pour avoir fourni 6 quaternions de papier destinés à la copie, je cite, d'un romantium super veteri et novi testamenti, donc d'un roman sur le Nouveau et l'Ancien Testament. Jean Batteur, l'enlumineur et peintre attitré du duc, fut d'ailleurs lui aussi remboursé pour l'achat d'une rame de papier d'Annecy, produite probablement par le moulin de papier qui se situait près de la chute du Thiou et qui pouvait entraîner donc la roue du moulin. Alors souvent, ces scribes étaient des scribes polyvalents, compétents également en matière de reliure. Un certain nombre des personnes que j'ai signalées, comme Jean de Béthans, donc le doyen d'Annemasse, avaient été rétribués pro réparatione et ligaturæ Bibliae Domini. Donc il a fait la reliure et la restauration d'une reliure d'une Bible du duc en juin 1390. Et la comptabilité nous renseigne qu'effectivement, très souvent, les scribes faisaient également des réparations, des petites réparations, ou du moins déléguaient ces réparations. Ils avaient vraiment la maîtrise du destin et du sort de ces différents manuscrits. Amédée ne se contentait pas de faire recopier des classiques ou restaurer des ouvrages déjà existants. Il savait aussi se montrer mécène vis-à-vis des auteurs et payer de coquettes pensions à des auteurs travaillant pour lui. Ainsi, en 1419, Jean d'Orville, dit Cabaret, offre au duc un livre des chroniques des comtes de Savoie, Clausaum et Sigillatum in papyro scriptum, donc clos et scellé, inscrit sur papier. Eh bien, il ne s'agit ni plus ni moins que de l'exemplaire de présent d'un texte commandé par le duc, la chronique des comtes de Savoie, qui détaillait les hauts faits de ses prédécesseurs et dont on garde encore 31 manuscrits, dont 30 sur papier et un seul sur parchemin. Vous avez ici l'exemplaire de 1416 qui est détenu par la bibliothèque de Chambéry. Autre écrivain, et de bien plus grand talent, à avoir loué sa plume au duc, c'est Martin Lefranc, auteur d'un des chefs-d'œuvre de la littérature courtoise tardive, Le Champion des Dames. Alors c'est un roman qui a été commandé par Amédée VIII pour défendre la cause des femmes, qui, comme vous le savez, avait été sérieusement écorné par le roman de la Rose, un des grands best-sellers de l'époque. Donc le roman fut écrit entre 1440 et 1446, et une pension avait été attribuée à l'auteur 100 florins d'or par an, ce qui était une somme tout à fait conséquente. Alors, nous disposons, comme je vous l'ai dit, d'un inventaire tardif de la fin du XVe siècle qui permet de comprendre ce qu'était l'état de la bibliothèque de Savoie, sans pouvoir toujours déterminer ce qu'était la part d'Amédée VIII et de ses successeurs, ou des femmes qui auraient apporté par dot différents manuscrits. Ça a été le cas notamment de la belle-fille d'Amédée VIII, Anne de Chypre, qui avait apporté de son île natale plusieurs beaux manuscrits réalisés en Orient. Alors, j'ai travaillé sur cette bibliothèque il y a pas mal d'années déjà, et j'avais relevé un inventaire qui me paraissait très intéressant. C'est celui qui a été établi en 1434, au moment où Amédée VIII prend sa retraite et se retire dans son ermitage château de Ripaille. À ce moment-là, le duc entreprend une campagne, on ne peut pas dire autrement, une campagne de restauration de sa bibliothèque particulièrement fastueuse et centrée sur une trentaine de volumes qui sont vraiment destinés à l'accompagner à Ripaille. Et je cite ce que Michel de Féraud, trésorier du duc, va consigner dans ses registres. Je vous passe le latin. Sur ordre express de notre illustre prince et seigneur, le duc de Savoie,
pour la réparation des livres de notre maître qu'il a prescrit et ordonné au trésorier de faire relier, réparer et couvrir de neuf, selon le mode et sous les formes décrites ci-dessous. Et ces livres de notre Seigneur ont été remis au dit trésorier au cours de l'année 1434 pour qu'ils soient restaurés et qu'ils furent recouverts et reliés de neuf et envoyés à notre maître. Alors pour vous donner une idée de la magnificence des travaux réalisés, le montant facture total de la facture fut de plus de 612 florins d'or. Donc 6 ans de la pension confortable qui avait été adressée à l'auteur préféré du duc, Martin Lefranc. Ce travail avait été commandé directement par le duc, on le voit dans ce que dit le document comptable, et les instructions avaient été d'une manière extrêmement précise afin de couvrir des novo coperiri les volumes. Donc on va faire appel à un marchand de tissus italien de Lucques et à Jean de Fontaine, un mercier de Genève, qui vont fournir les satins, les soies, les velours de couleur noire, crème, verte, rouge persan, attention, à fil d'or, violette, qui vont devoir habiller les livres ainsi que le matériel de couture des cahiers. Un copiste, maître Lorraine, va faire le travail de reliure à proprement dit. Et l'orfèvre Genevois Janin va travailler à tous les fermoirs, tous les cabochons de laiton doré, ainsi qu'aux écus métalliques qui vont être frappés aux armes de Savoie et placés sur les plats. Donc, vous voyez que c'est vraiment une campagne de grand prestige. Et ces volumes, qui sont donc les préférés d'Amédée VIII, ces livres de chevet, comme je me plais à les appeler, eh bien, sont en définitive une bonne illustration de ses goûts personnels et de ses intérêts. Alors, qu'y trouvons-nous ? Tout d'abord, des ouvrages religieux, marque d'une vraie piété, mais aussi celle d'un laïc de formation. Un seul ouvrage liturgique, un missel, peut-être provenant de la Sainte-Chapelle de Chambéry, des exemplaires de la Bible en français, afin d'avoir accès au texte saint directement, et puis, évidemment, ce chef-d'œuvre commandé par le duc, qu'est l'Apocalypse figuré des ducs de Savoie, manuscrit somptueux qui avait été commandé au peintre et enlumineur en titre du duc, Jean Batteur, qui a travaillé pendant 6 ans à sa réalisation, même la nuit. Et ça, on le sait comment, parce que de nouveau, la comptabilité nous apprend qu'il a été remboursé du prix de 4 livres de chandelles de cire pro pictendo de nocte in apocalypsia domini. Donc pour peindre la nuit, l'Apocalypse de notre Seigneur duc. Alors originaire de Fribourg, il est né vers 1400-1410, Batteur était devenu le pictor du duc. Il a réalisé d'importants travaux, notamment pour des bannières, des fresques, plusieurs peintures qui étaient utilisées pour les fêtes, les joutes, voire les cérémonies d'enterrement. Et l'attachement du duc à son peintre principal était tel qu'il va doter la fille de Jean Batteur lors de son mariage en lui versant la dot de 300 florins d'or, ce qui était une somme coquette. Il apparaît très régulièrement dans les contes ducaux pour des achats de couleurs faits auprès de l'apothicaire de Morges, afin de réaliser ce travail qui, en fait, en termes d'enluminure de manuscrits, sera son seul travail, en tout cas survivant, mais qui va l'occuper à temps plein jusqu'en 1434, moment où le duc Amédée récupère le manuscrit pour aller dans son ermitage de Ripaille. Donc ce manuscrit restera inachevé au moment où le duc part à Ripaille et sera achevé bien des années plus tard par ses successeurs en 1490. Mais en voici quelques illustrations, parce que la première photo que vous avez vue, je l'avais prise il y a quelques années lors du colloque de l'Association internationale de bibliophilie au Palais de l'Escorial, et désormais, entre-temps, le Palais de l'Escorial l'a entièrement numérisé. Et vous pouvez avoir accès à la beauté extraordinaire de cet ouvrage stupéfiant, qui par ailleurs, évidemment, illustre un texte ô combien important pour notre civilisation, qui est l'Apocalypse, selon saint Jean. Pour vous résumer quand même l'histoire, ça se termine mal. Alors, ce manuscrit il va connaître un destin assez extraordinaire. Il a été emporté dans les Flandres au XVIe siècle par Marguerite d'Autriche,
une duchesse de Savoie devenue veuve. À sa mort, l'ouvrage est récupéré par le roi d'Espagne, qui évidemment dominait les Flandres, emporté au palais de l'Escorial, oublié jusqu'au XIXe, alors que tout le monde le pensait perdu. Et alors qu'on s'apprête à l'étudier de manière plus approfondie, la guerre civile espagnole éclate et le manuscrit est volé. Et pendant près de 30 ans, on va le penser disparu dans les affres de la guerre d'Espagne. Il va falloir se contenter de médiocres clichés réalisés dans les années 1880. Et puis un matin, les conservateurs, ou plus exactement le concierge de l'Escorial, ouvrent la porte du palais et trouvent sur le perron, devant la porte, un ballot. Et à l'intérieur, il y a l'Apocalypse figuré qui est revenu de manière tout à fait mystérieuse, restitué par on ne sait qui. Donc vous voyez que Aben sua fatali belli, les livres ont leur destin et celui-ci est assez extraordinaire. Alors revenons à l'examen de la bibliothèque. Comme tout bon gouvernant, en plus de ses ouvrages religieux, Amédée avait sélectionné quelques ouvrages fondamentaux du droit médiéval, donc les statuta dont je vous parlais, qu'il a contribué à faire rédiger, les digestes, les décrets de Gratien, vous en avez des exemplaires en exposition en bas, ainsi que quelques ouvrages moraux, comme l'ouvrage de Colonna, De Regimine Principium, dont je vous ai parlé tout à l'heure, le traité des vices et vertus de frère Laurent, le traité moral de l'art de bien dire et de se taire d'Alberton de Brescia, sur lequel vous trouvez cette enluminure d'Incipit, la seule œuvre connue de Batteur en dehors de l'Apocalypse qu'on vous montrait tout à l'heure. C'est un ouvrage qui est aujourd'hui conservé à la Bibliothèque royale de Bruxelles. L'enluminure d'Incipit est la seule et vous y voyez justement Amédée trôner en majesté avec le manteau et le bonnet ducal, tandis que Alberton de Brescia est en train de lui présenter son ouvrage. On trouvait également, en plus des ouvrages médiévaux à valeur valorisante, la philosophie gréco-latine, l'éthique à Nicomaque, la politique d'Aristote étaient présents, le pèlerinage de vie humaine, les épîtres de Sénèque, bref, une bibliothèque admirablement montée. L'histoire également, avec certaines chroniques, la chronique de Froissart était présente dans la bibliothèque de Ripaille, les sciences humaines avec une encyclopédie qui était probablement celle de Brunetto Latini, et puis évidemment les ouvrages littéraires, romans de chevalerie présents, un livre du Saint Graal, un livre de Merlin, encore une fois vous en trouvez des exemples dans l'exposition, et des traductions, enfin plus exactement des histoires inspirées d'Homère, comme le roman de Troie de Benoît de Saint-Maur, là encore présent non pas en un, mais en 2 exemplaires dans les livres de 1434. Et puis, certains ouvrages qui sont des best-sellers, comme je vous le disais, le roman de la Rose, alors qu'en fait, Amédée avait demandé un contre-exemple pour lutter contre ce texte, et une présence également d'un Libère de Dante, autrement dit, la Commedia de Dante, qui était présente aussi dans la bibliothèque de Ripaille. Alors, cet échantillonnage vous montre un petit peu quelle était l'étendue des lectures, l'ouverture d'esprit du duc Amédée. On y voyait se côtoyer des ouvrages techniques nécessaires à un souverain, le droit, la morale, les lunettes du prince, mais également des volumes qui lui servaient de guides moraux, spirituels, des livres qui lui permettaient d'appréhender le monde, on a vu aussi son intérêt pour la géographie tout à l'heure, pour comprendre ses contemporains ou tout simplement pour se délasser par la satire ou par la farce. Donc, d'une certaine manière, vous me passerez l'anachronisme, c'est une figure d'honnête homme qui, en quelque sorte, semble se dessiner, qui maîtrisait les langues anciennes et plusieurs dialectes italiens, avec des notions d'espagnol et même d'allemand, et on le sait parce qu'effectivement, certains ouvrages rentrés dans la bibliothèque de Savoie à cette époque étaient dans ces dialectes. C'était aussi, en plus d'être un simple amateur de livres, un amoureux du beau livre. Le soin apporté aux reliures, les commandes qui ont été passées, comme l'Apocalypse figuré, le mettent vraiment au rang des plus grands bibliophiles de son temps, et notamment de son grand-père, Jean de Berry. Devenu pape, il va être obligé, pour assumer sa nouvelle charge, de se constituer un petit fonds de bibliothèque liturgique. Ce n'était pas sa principale priorité jusqu'à présent. Alors, en juillet 1440, il va demander à Martin Lefranc, qui était son secrétaire, de lui envoyer à Bâle, tout affaire cessante, tout ce que la Sainte-Chapelle du château de Chambéry comptait comme missel, psautier, évangéliaire, graduel, antiphonaire. On fait une razzia totale, et tout ça part en direction de Bâle, parce qu'il faut quand même bien réviser ses classiques. Et il a fait copier par l'enlumineur savoyard Peyronel-Ami
un bréviaire et 2 missels de très grande beauté qu'on appelle les bréviaires et missels de Félix V, son nom de règne, dont malheureusement je ne peux vous proposer que ce médiocre cliché dans la mesure où, si nous avons la chance, nous en Suisse, de disposer de Icodikes qui vous fait des numérisations haute définition accessibles en ligne, eh bien la Bibliotheca Reale de Turin n'a pas commencé le début du balbutiement de la première numérisation, et donc il faut se référer à des vieux clichés noir-blanc des années 70. Enfin, ça viendra en son temps. Arrêtons-nous un instant peut-être sur la figure de Peyronnet-Lamy, moins talentueux que batteur, mais qui n'en demeure pas moins l'un des grands enlumineurs savoyards de son temps, qui a travaillé pour le duc, et dont l'activité se déploya notamment en plein concile de Bâle. Vous avez ici quelques exemples de ses productions, donc à gauche, présent dans nos vitrines, un exemplaire de Cicéron, dont il réalisa l'enluminure initiale, et qui jouxte un exemplaire venant de la bibliothèque du Vatican, qui est un manuscrit de Thérence, également copié à Bâle pendant le concile. Et c'est également durant ce concile qu'il va donner une copie extrêmement intéressante du grand livre des Notitia Dignitatum, dont on avait retrouvé un exemplaire, et l'exemplaire copié par lui va faire survivre le texte, parce que le texte original, le manuscrit original, va disparaître dans un incendie. C'est un manuscrit qu'on retrouve aujourd'hui à la Bodleian, et vous voyez qu'il est tout à fait stupéfiant, et qui donc sort de pinceau de Peyronnet-Lamy, qui a travaillé également avec Jean Batteur. Décidément soucieux de pouvoir augmenter son fonds de matière religieuse, Amédée Félix va écrire depuis Genève en 1443, donc il est pape en exercice, une lettre à une abbaye bénédictine du nord de l'Italie pour lui demander un certain nombre de manuscrits rares. C'est une des dernières mentions qu'on a de l'activité d'Amédée VIII par rapport à la bibliophilie. Alors, dans cet livre d'Amplette, on trouve le traité de Saint-Augustin sur les psaumes, celui de Saint-Ambroise, des Paradisios, un recueil de textes de Saint-Jérôme, mais bon, le pape est quand même plus bibliophile que pape quand même, et il ne peut pas s'empêcher de demander également, j'ai entendu dire que vous aviez un exemplaire assez rare des Antiquités juives de Flavius Joseph, vous pouviez me l'ajouter dans le lot, ça serait très sympathique. Et donc il demande au vicaire de bien conserver ad memoriam et securitatem monasteri, donc dans la mémoire, la sécurité du monastère, cette lettre qui lui passe commande, parce que, je cite, « copier ces livres prendra longtemps, et il ne faudrait pas que l'oubli s'installe. En temps utile, le monastère pourrait produire la missive papale pour récupérer les manuscrits un temps oubliés. » Inutile de dire qu'ils ne sont jamais revenus. Mais bon, ça c'est une autre cas. Donc, vous voyez que l'examen des livres d'un personnage comme Amédée VIII peut se révéler un indice biographique des plus riches. Il valide, ou invalide bien sûr, ce que les contemporains ou la postérité ont pu colporter sur la culture de l'individu, mais c'est aussi une porte ouverte vers le domaine intime de la pensée, des goûts, un aspect qui, des fois, effectivement, ne s'était pas imposé nécessairement sur les témoins, même les plus intimes. Alors bien sûr, l'implication de ce type d'études sur une figure médiévale comporte des limites. Le livre était un objet qu'on ne pouvait pas se procurer, même quand on était un prince, qu'à des prix importants. Et pensons que la librairie de Montaigne, c'était 2 siècles plus tard, 1 millier de volumes seulement. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que l'impact, l'esprit qui a été initié par Amédée VIII et qu'on voit ici se concrétiser dans la bibliothèque, dans la composition de la bibliothèque ducale à la fin du Moyen-Âge, donc en 1498, montre un intérêt extrêmement varié pour des thématiques, histoire naturelle, géographie, histoire, littérature contemporaine, 23% du fonds des Savoies en 1498, qui vraiment est aussi une des marques d'Amédée VIII. C'est quasiment déjà une bibliothèque de la pré-Renaissance qui a été initiée par ce grand prince cultivé. Pour citer Enrico Castelnuovo, qui a travaillé sur ce fonds, dispersé, vous l'avez compris, au début du XVIe siècle, un siècle décidément bien noir pour le duché, la bibliothèque de Savoie, je cite, trouve sa place naturellement, à côté de ses grandes sœurs plus connues, la bibliothèque royale de Charles V, celle de Jean de Berry ou la bibliothèque de Bourgogne. Voilà, c'est quelque chose qu'il fallait rétablir. Une anecdote pour finir, afin de montrer que le livre accompagna le duc Amédée jusqu'au tombeau. Selon son souhait, il fut enterré dans la nef de l'église de Ripaille. Ici, c'est l'église
baroque qui a été construite au moment où Ripaille est devenue une chartreuse. C'est au XIXe, elle a aujourd'hui disparu, comme l'église médiévale qui, elle, a été détruite en 1536 lors de l'invasion bernoise du Chablais. Le tombeau d'Amédée, à ce moment-là, fut violé par les envahisseurs. Et voilà ce que rapportent les Annales de Genève attribuées à Jean Savion. Étant au tombeau, il, donc le duc Amédée, avait sous son chef, en guise de coussin, une pratique funéraire tout à fait courante, Pétrarque avait demandé à être enterré avec le manuscrit de Virgile qu'il était en train de copier sous la tête. Ça, il était sûr de faire des bourrées. Donc, il avait sous son chef, en guise de coussin, une vieille Bible en parchemin, à la fin de laquelle ont été trouvés ces mots. Gebenas civitas, situatu inter montes, arenosa paroi, gantes semper petantes, aliqua nova. Vers latin signifiant Genève, ville située entre les montagnes, petite et sablonneuse, où les gens sont toujours à réclamer quelque chose de nouveau. Donc s'il est un point à rajouter à la biographie du duc au moyen de cette note marginale, c'est qu'elle confirme bien que l'éphémère évêque, ou du moins administrateur de l'évêché de Genève, trouva décidément, comme le duc l'avait fait avant, que les Genevois étaient bien revendicatifs et indépendants à son goût. Merci pour votre attention.